Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et on va parler politique comme chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5 aux alentours de 8h31. Et ce matin, notre invité est Mathias Le Troquer. Il est militant La France Insoumise. Et il est venu de Rennes exprès pour être là avec nous au micro. Tout à fait. Tout à fait. Bonjour Stéphane Hamon. Bonjour Mathias Le Troquer. On va parler politique, disais-je, avec une actualité politique chargée. On parlait tout à l'heure dans les informations de la presque victoire d'Éric Ciotti. Est-ce que pour vous, militant de La France Insoumise, ça peut vouloir dire quelque chose au niveau politique Vouloir dire quelque chose, je sais pas. Écoutez, déjà, ce n'est pas notre famille, et bon, je me garderai bien de commentaires sur ce personnage. Cependant, si je peux me permettre de dire quelque chose d'un point de vue un petit peu plus général, nous avons, depuis des décennies, une alternance politique sans alternative économique. Et la droite LR, anciennement UNP, n'a pas manqué à ce bilan, et ces politiques libérales qu'ils ont appliquées n'ont servi et ont été, du moins, les parents des politiques d'Emmanuel Macron. Monsieur Sarkozy lui-même, qui fait l'actualité d'ailleurs aujourd'hui, avait dit de Monsieur Macron qu'il était un petit peu, entre guillemets, son fils spirituel. Rappelons-nous le fait qu'il dise que Macron, c'était moi en mieux, je le cite. Bon, donc cette victoire d'Éric Ciotti n'annonce, à mon sens, rien de bon, même si je pense que le parti Les Républicains n'a pas une place, ne prend plus tant de place que ça dans le politique, dans le paysage politique français aujourd'hui. Donc je regarde ça de très loin. Vous le voyez comme un parti d'opposition ou comme un parti qui est plus près de la majorité présidentielle? C'est une question très intéressante. Moi, j'aspire à ce que le parti LR, malgré tous nos désaccords, soit un parti d'opposition, en effet. Mais lorsque nous voyons à l'Assemblée que M. Macron s'accorde avec eux sur, au final, un petit peu tout sur la retraite, là, il y a des débats, c'est-à-dire nous ne sommes pas d'accord sur tel point. Au final, à la fin, nous savons qui va la voter, cette réforme, et ce sera la droite LR également. Parce que il y a, encore une fois, je le dis, mais toute cette alternance politique sans alternative économique. Nous avons volonté, nous par exemple, à la France Insoumise, de porter un autre modèle. Lorsque nous nous retrouvons face à ces gens, nous leur disons oui, regardez, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut s'attaquer à la question de l'énergie. Parce que, je suis désolé, Stéphane Hamon, mais il y a un moment donné où si nous prenons des petits commerces, très sincèrement, la question des petits commerces, ça a l'air de les toucher. Très bien. Les TPE, PME en France. Comment on fait pour une TPE, PME pour subvenir à ses besoins quand les carnets de commandes sont vides, quand les gens vivent mal, quand il y a 10 millions de pauvres dans ce pays, quand leur frigo se coupe parce que les factures d'électricité, par exemple ici nous sommes dans un studio, ça consomme, bon, je ne sais pas quelle est votre facture d'électricité, elle a forcément grimpé. Elle est importante, bien évidemment. Bon, et ben les TPE PME c'est la même chose. Et donc à un moment donné il va falloir que le carnet de commandes se remplisse, il va falloir que les gens vivent bien pour réinjecter dans l'économie, et ça c'est la consommation populaire. Et nous le disons, l'augmentation du salaire, l'augmentation du SMIC, c'est vertueux. Parce que 53% du PIB, c'est la consommation populaire dans ce pays. Alors nous avons volonté d'augmenter les salaires, chose que ces gens-là n'ont pas volonté de faire. Et donc, ils peuvent bien parler de pouvoir d'achat, de je ne sais quoi. Au final, tout ça n'est que de l'esbrouf. Alors, on a cet ancien Premier ministre qui est Bernard Cazeneuve, qui hier, invité de nos confrères de Radio J, a déclaré qu'en encourageant toutes les désinhibitions, la France Insoumise, je cite, fabrique des votes d'extrême droite en quantité industrielle. Éric Ciotti, Bernard Cazeneuve, c'est le bal des clowns ce matin. Stéphane Hamon, non, très sincèrement... Je vous cite... je sais pas pour qui se prend Bernard Cazeneuve à dire ça comme ça. Bernard Cazeneuve, dont on rappelle d'ailleurs le bilan, loi travail, CICE, déchéance de nationalité. Très sincèrement, je pense que cet homme veut juste rappeler son existence aux 60 millions de Français qui ont totalement oublié que cet homme était Premier ministre. Ça, j'en suis persuadé. Enfin, plus sérieusement, partout où des politiques libérales ont été appliquées, il y a eu, et nous avons remarqué, un regain de vote pour l'extrême droite. Nous avons vu 165 réformes, par exemple, du Code du travail entre 2000 et 2013. Et ensuite, le quinquennat de M. Hollande, qui n'a pas manqué sur ce bilan-là, nous le rappelons, a vu dans son héritage une hausse du vote de l'extrême droite. Alors comment vous expliquez ces propos de Bernard Cazeneuve alors ?
Bernard Cazeneuve, vous savez, la politique, il y a beaucoup aussi de gens qui essayent d'exister. Je l'explique difficilement. Je pense que cet homme a une rengaine contre nous et il ne faut pas rappeler non plus l'échec de cette ligne du Parti socialiste d'ailleurs, lors des dernières présidentielles, qui veut quand même exister. Bon, aujourd'hui, elle est à 1,7% et nous travaillons bien plus avec nos amis du Parti socialiste NUPES qui aujourd'hui font partie de nos luttes et sont des camarades, comme on aime à les appeler, pour certains qui partagent leur combat avec nous sans problème. Donc Bernard Cazeneuve, voilà, est très loin de nous. Le contexte politique, on le sent, est assez tendu actuellement, avec aussi à l'Assemblée nationale cet usage de 49.3. Hein. Oui. On l'a vu, ce 49.3 dégainé, si vous me permettez le terme, assez souvent. Et puis le rejet des motions de censure qui ont été présentées d'ailleurs par la NUPES, motions de censure qui ont été rejetées à chaque fois. On peut imaginer que Bernard Cazeneuve avait pensé que le RN voterait ces motions de censure à vos côtés. Est-ce que c'est ça peut-être? Déjà le 49.3. Je pense que tout le monde le remarque très bien. Madame Borne, c'est 7,49,3 en un mois quand même, il faut le rappeler. Nous franchissons ligne rouge sur ligne rouge à une cadence qui n'est plus supportable. Le peuple manque dans ce débat, dans ces débats politiques. Et vous savez, c'était Maslow qui disait quand tout ce que l'on a est un marteau, tous les problèmes finissent par ressembler à un clou. Bon, je crois que Madame Borne, avec ses 7,49,3 à son compteur, je crois que cela témoigne bien de son image du parlementarisme et de l'Assemblée nationale et des députés à cette dame qui, à mon avis, se couche sur la démocratie en empêchant ces débats, parce que vous parliez de motion de censure de la NUPES et plus particulièrement de celle de la France Insoumise. Nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Je le répète, nous sommes la première force d'opposition à Emmanuel Macron à l'Assemblée. Et cela nous oblige. Évidemment, nous nous opposerons tous les jours à ces politiques, parce qu'il faut le rappeler également, notre bilan. Nous sommes à l'Assemblée avec plus de 70 députés pour la simple France Insoumise depuis quelques mois. Et notre bilan est déjà vertueux. Nous sommes ceux qui ont proposé en premier l'augmentation du SMIC. Nous sommes ceux qui ont proposé le blocage des prix. Nous sommes ceux qui ont constitutionnalisé, grâce à un amendement, voté d'ailleurs par les oppositions, je le salue, de Madame Mathilde Panot, qui a constitutionnalisé l'IVG. Ce n'est pas rien quand même. Des mesures plébiscitées par des millions de Français. Voyez, il y avait des chiffres lors de cette dernière présidentielle. 76% des Français étaient pour l'augmentation du SMIC à 1 600 € net par mois. 87% prônaient un plan national d'isolation des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique, et plus de 7 Français sur 10 sont favorables à notre réforme de l'impôt sur le revenu. Alors, vous me parliez du RN. Le RN ne vote pas l'augmentation des salaires, le RN ne vote pas le blocage des prix, et c'est en cela qu'ils sont hypocrites, et c'est en cela que ça fait de nous la première opposition à Monsieur Macron. Et nous le resterons. Est-ce que vous craignez par exemple, qu'Emmanuel Macron, à un moment ou à un autre, décide de dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une de vos craintes? Dans tous les cas, nous repartirons en campagne, sans peur, sans crainte, parce que notre intérêt est bien moins de défendre un cheptel que de défendre les intérêts des millions de Français. Millions de Français qui, faut le rappeler quand même, parce que au-delà des petites tambouilles, je dévie du sujet, parce que en réalité, ça n'intéresse que trop peu les gens de savoir comment, par quelle stratégie précise, nous allons, dans un contexte proche ou lointain, envisager une future dissolution. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. On va en parler de l'énergie justement, parce qu'aujourd'hui on est face à des possibles coupures d'électricité, donc on pourra en parler. Est-ce qu'on a anticipé ou pas justement? Bien sûr, on en parlera, mais c'est pour faire un lien aussi, c'est-à-dire qu'il y a 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Et là, on est en décembre, ça va être les fêtes dans pas longtemps, je crois que ça a été Noël pour certains dans ce pays, pour une petite poignée, et toujours les mêmes. Parce que pendant que le carburant est à 2 €, pendant que le prix des pâtes augmente de 44% dans notre pays, pendant que tout cela se passe dans l'indifférence générale de nos politiques et de la politique d'Emmanuel Macron, notamment les dividendes des actionnaires du CAC 40, eux, ils ont bondi de 84% en un an.
Vous acquiescez, mais quand même. On l'a vu avec Total. On l'a vu avec Total, ou Exxon encore, qui fait 18 milliards de profits sur une simple année, et sur la pandémie et sur la crise. Bon, la réalité, c'est que quand M. Macron, par exemple, vient nous parler de sobriété, vous savez, tout ce tintamarre autour des cols roulés, j'ai un col roulé aujourd'hui, hein, c'est pas du tout en référence à Emmanuel Macron. Je me suis pas permis. Mais tout ce tintamarre autour du col roulé, autour de la politique d'énergie, de sobriété énergétique, etc. Tout ça, avec Madame Borne qui met un gilet à l'Assemblée nationale, très bien, c'est très gentil, c'est très beau. Tout ça, c'est pour faire oublier aux citoyens qu'il y a des décisions politiques sur lesquelles ils ont la main, ils devraient avoir la main, et sur lesquelles ils doivent délibérer. Il suffit de prendre les gens pour des enfants, d'infantiliser les gens. L'autre jour à la télé, je regardais, alors d'un œil, parce que je ne regarde pas cette émission, Emmanuelle Wargon, ancienne ministre des Transports, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou du Logement. Emmanuelle Wargon, qui aujourd'hui, alors je crois que c'était C'est à vous, qui nous dit, que les Français doivent couper la cuisson de leur dinde un petit peu avant, la laisser un peu plus dans le four, et le soir, couper un peu plus tard, mettre 15 minutes plus tard son chauffage, et en fait allumer sa... Mais pour qui se prennent ces gens? En réalité, c'est rigolo, mais pour qui ils se prennent? Franchement, pour qui ils se prennent? Parce qu'il y a 46% des Français qui appliquent déjà la sobriété énergétique et qui disent qu'ils ne peuvent pas faire plus. Parce qu'ils l'appliquent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et d'ailleurs, il ne faut pas oublier quelque chose. 76% de la consommation énergétique dans ce pays, c'est les petites entreprises, enfin les entreprises en fait, les professionnels. Donc il y a un moment donné, l'État doit prendre en main cette planification, l'État doit prendre en main la question de l'énergie, il ne le fait pas, et il n'a pas volonté de le faire, et des gens comme Emmanuelle Wargon, qui sont aujourd'hui, ont été repêchés, remis dans des instants, je crois qu'elle est à quelque chose sur l'énergie, bon bref, aujourd'hui, ces gens se permettent de dire quoi faire, alors que même ils sont les responsables du problème. Vous savez, la libéralisation du marché de l'énergie, c'est 2007, hein. C'est 2007. Les mêmes méthodes qui ont été appliquées à l'époque sont appliquées aujourd'hui, et ont propulsé le prix du gaz et de l'électricité à plus de 60 à 90%. 80%. Bon. On a ce problème d'énergie qui aussi révèle un autre problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des Français qui vivent plutôt dans les métropoles ou autres ne seront pas coupés, ne seront pas concernés par ces coupures d'énergie. On va quand même plutôt couper les zones rurales. Est-ce que là aussi, on crée une France à deux vitesses? Bien sûr, bien sûr. Moi, vous voyez, je fais un parallèle, évidemment, sur la question des inégalités. Avant d'arriver, on a fait le plein. Faut savoir un truc, dans la ruralité, une personne dépense 40 fois plus en budget essence qu'un urbain. Et ça, c'est par toutes les considérations possibles, c'est un problème sur lequel s'attaquer. Évidemment qu'on craint une France à deux vitesses. Évidemment que de manière générale, il y a une France à deux vitesses dans ce pays quand les 5 plus riches de ce pays ont vu leur fortune augmenter de 170% depuis le premier quinquennat Macron. Évidemment que cette France à deux vitesses, le ruissellement n'a pas lieu, Stéphane Hamon. Enfin, je veux dire, les mesures fiscales d'Emmanuel Macron ont bénéficié aux plus riches de ce pays. Et enfin, c'est-à-dire, regardez, il y a des articles dans Nice Matin cet article dit qu'on va avoir des coupures d'électricité dans les écoles, qu'il va faire 10 degrés et que les enfants vont mettre des gants, des écharpes et garder leur manteau. On est la 7e puissance mondiale. Voilà dans l'état de nos écoles, voilà l'état de nos hôpitaux, parce que je tiens à rappeler aussi quelque chose. Monsieur Macron a pour projet, et c'est ses promesses, de ramener le déficit à 3% en 2027. Il ne faut pas l'oublier. Pour correspondre en fait à ce que demande aussi l'Europe, l'Union européenne. Voilà. Ça a un coût, et ça a un nom surtout. Ça s'appelle l'austérité. Et ça a un coût, 80 milliards d'euros par an. Monsieur Macron s'est fait le président de la non-hausse des impôts, voire même le président de la baisse des impôts. Dans ces cas-là, qu'il vienne nous expliquer où il va trouver 80 milliards d'euros par an. Dans quel service public il va aller trouver 80 milliards d'euros par an? Quel lit d'hôpitaux, combien de lits d'hôpitaux il va fermer? Combien de profs il ne va pas recruter? Combien de crèches ne vont pas ouvrir? Parce que ça, c'est très bien d'arriver, de dire regardez, c'est honteux ce qui se passe en ce moment, la question de la question, c'est faire des grands discours. En l'occurrence, les crèches. Il n'y en a pas une qui ouvre. Les enfants dans les petites classes sont 30 par classe. C'est honteux. Et en réalité, si nous subissons ces politiques, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des traités européens qui nous disent quoi faire, qui nous disent comment, et qui disent surtout aux gens et aux plus précaires comment vivre.
il faut se détacher quelque peu de ces traités européens. Des traités européens, oui, bien sûr. Il n'y a pas de politique sociale et écologique possible dans le cadre des traités européens. Pas cela. Pas cela, Stéphane Hamon. Il faudrait revenir à une France-nation, hein, si vous me permettez le terme. L'État-nation. Enfin, bon, nous l'avons toujours été. Mais je tiens à noter quelque chose. Bien sûr que notre État-nation se dilue dans l'Union européenne, c'est un problème. Mais je tiens à noter un truc très précis aussi. Article 66 du traité de l'Union européenne, du TFUE, la libre circulation des capitaux est inscrite dans les traités. C'est une condition sine qua non. Bon, ça s'appelle le capitalisme. Hein, je suis désolé de l'appeler comme ça. Bon, ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme est inscrit dans les traités européens. À un moment donné, il va falloir changer. Sinon quoi, nous ne pouvons pas nous permettre d'appliquer les plans que nous proposons sur les questions de l'écologie, par exemple. Vous savez, il y a des milliers de filières à ouvrir et à garder surtout. Il y a des milliers de filières à ouvrir. Moi, j'entendais Olivier Véran, il y a quelques temps, qui nous disait... vous savez, il y a les JO, alors on a affiché la mascotte très sympathique, la frige, voilà, rouge, bien sûr, et des filières, ça s'ouvre pas tout seul. Quand Olivier Véran dit 2 millions de peluches, petits bonnets rouges, 2 millions, hein. Elles sont pas grandes, hein, elles font pas 3 mètres sur 4, hein. Elles sont toutes petites, elles sont à vendre, voilà. Made in China. Et il dit, la polémique est partie, il dit, on ne sait pas faire. Enfin, on ne sait pas faire dans notre pays. Mais c'est justement parce que ces mêmes personnes ont appliqué des politiques de délocalisation de nos entreprises textiles, de nos entreprises, de nos usines. Ces gens ont précarisé l'emploi. Évidemment, on a perdu les filières. Évidemment, on a perdu la main-d'œuvre. Et pour des raisons sociales, pour des raisons écologiques, je terminerai là-dessus sur ça, évidemment pour des raisons de soutenabilité, il faut réorganiser l'économie mondiale, il faut faire en sorte que dans tous les pays, il y ait une production qui soutienne les économies locales, et pour ça, ça fait en ouvrant et en gardant des filières, en appliquant des politiques de protection. Évidemment, ça s'appelle le protectionnisme. Justement, réindustrialiser la France, aller vers le protectionnisme de la France, du pays, le protectionnisme national, on le voit aussi dans les propos d'Emmanuel Macron, qui est allé rencontrer Joe Biden et qui a dit, voilà, veut bien que vous créer des emplois aux États-Unis, mais pas au détriment de la France. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Ce qu'il faut dire, c'est que M. Macron n'est pas dupe, peut-être qu'il l'est en fait, peut-être qu'il est très naïf sur la relation que nous avons avec les États-Unis, qui sont des prédateurs commerciaux depuis des années de la France. Alors il faut être très prudent avec ça. Mais qui sont aussi nos alliés d'un autre côté. D'un allié, oui, dans le cadre de l'OTAN par exemple, bon, ce sont des questions, ce sont des débats. Ce sont des débats, d'un point de vue économique, c'est une prédation, une certaine prédation qu'ils ont sur notre économie, il ne faut pas le nier. Monsieur Macron est naïf, et par exemple, lorsque nous avions voté, nous sommes bien opposés, mais lorsque le traité du CETA est arrivé sur la table, par exemple, ce traité de libre-échange avec le Canada, qui stipule, un traité de libre-échange en fait, un échange de marchandises, il ne faut pas oublier quelque chose, parce que M. Macron est très naïf, 90% des entreprises canadiennes sont des filiales des entreprises américaines. Et donc, nous avons importé avec le CETA, donc en soi, quelque accord avec les États-Unis, en fait, des produits états-uniens qui sont bourrés de pesticides, que l'on ne veut pas sur notre sol. Donc, à un moment donné, ça participe également à un besoin de planification écologique. Ce n'est pas un gros mot, la planification écologique, c'est soutenable, nous en avons besoin, et nous avons plus que besoin dans la période. Alors, on revient à la précarité en France. Alors, on parlait de la précarité énergétique, de la précarité des logements. On a aussi une autre forme de précarité. Alors, on en a parlé beaucoup sur cette antenne, mais je tenais à ce qu'on en parle à nouveau. Je ne crois rien dévoiler en disant que vous êtes étudiant également, Mathias Trocker. On voit une grande précarité estudiantine aujourd'hui. On a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se loger. Oui. Est-ce que c'est digne d'un pays comme la France ? Non, ce n'est pas digne d'un pays comme la France, et M. Macron, pardon de le dire, mais ne fait rien à ce sujet. Un jeune sur deux vit sous le... un jeune sur deux saute des repas dans la semaine, et un jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Je dis même pas étudiants, ce sont des jeunes de moins de 25 ans. J'ai pris le terme générique, étudiant. Bien sûr. C'est absolument honteux. Vous voyez, nous, à Rennes 2, nous avons, grâce au syndicat Union Pirate notamment, des dizaines et des dizaines de banques alimentaires à notre, entre guillemets, à notre palmarès. Enfin, je veux dire, c'est absolument honteux de voir ça. Enfin, il y a des fils qui durent des heures et des heures. Moi, ça me fait rire parce que, vous voyez, j'en avais fait un post, par exemple, sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois. Et en fait, il y a des gens dans les commentaires qui disent mais j'ai déjà vu cette vidéo, vous l'avez plagiée, c'était la même qu'en janvier.
Bien sûr que c'est la même qu'en janvier, parce que c'est la même file qu'en janvier, parce que c'est les mêmes gens depuis janvier qui reviennent à chaque fois, avec une file qui s'allonge toutes les semaines, souvent. bien sûr, avec une file qui s'allonge de plusieurs heures pour un sac qui est toujours plus vide en fait. Enfin, je veux dire, c'est l'inflation, c'est ça, c'est pas tant l'augmentation des prix que ce que nous pouvons acheter avec 1 euro, par exemple. Bon, les étudiants sont éminemment touchés. Je vais faire un lien aussi parce que ça me tient à cœur également d'en parler. Les étudiants vont également être à leur sortie de leur statut d'étudiant touché par le chômage. La réforme de l'assurance chômage, si je me permets de faire ce lien, si vous me l'acceptez. La parole est libre. Le gouvernement annonce dès 2023 la réforme de l'assurance chômage qui peut se caractériser par une baisse de 25% des prestations dès février. 25% de baisse des prestations dès février qui n'a pas volonté à créer le plein emploi dans ce pays, plutôt à précariser l'emploi. Et ça, c'est honteux parce que l'emploi ne devrait pas maintenir les gens dans la pauvreté. Ils devraient en sortir. Et parce que visiblement, ils sont beaucoup moins pressés de mettre les actionnaires à contribution et de taxer les super profits. Et tout ça pour quels effets, Stéphane Hamon? Pour que les chômeurs traversent enfin la rue? Il y a un poste pour 16 chômeurs disponibles dans ce pays. Et pourtant, on dit qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Il y a une pénurie d'emplois qualifiés et de CDI dans ce pays. Les postes non pourvus sont des emplois précaires, qui sont des petits boulots, mal payés, que les étudiants font par exemple, mais aussi que des seniors font, seniors qui sont également touchés par cette précarité, de l'emploi notamment, parce qu'après 55 ans, ils ne retrouvent pas de travail. Et ça, dans la question des retraites par exemple, c'est fondamental. L'objectif, par exemple, de la réforme des retraites n'est pas de faire travailler les gens plus longtemps ou de produire plus, écoutez-moi bien, n'est pas de faire produire plus, mais de faire en sorte que les gens cotisent moins pour moins de payer retraite à taux plein, sachant que les gens partent en pré-retraite à 55 ans, entre guillemets, parce qu'ils ne retrouvent plus d'emploi. Voilà l'objectif, c'est de faire des économies, comme la réforme de l'assurance chômage, sur le dos des plus précaires. Avec aussi des métiers difficiles, on pense aux maçons, on pense aux plâtriers, on pense à toutes sortes de métiers. Vous savez, 52% des gens, c'est une étude de la DARES, disent qu'ils ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans. Ce qui est assez logique, on est quand même un peu plus fatigué à 60 ans qu'à 20 ans, pardonnez-moi. Mais ça, il faut le dire à M. Macron, qui, lui, s'entête en disant 65 ans. Mais enfin, c'est lunaire. Qui va dire à des gens... Enfin, moi, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qu'il aille se charger de dire aux 55 000 agents Pôle emploi que eux-mêmes vont annoncer à des gens qui ont travaillé toute leur vie qu'on va leur sucrer 6 mois de chômage. Qu'il aille le dire, qu'il aille se confronter. Il y a eu une agression dans un Pôle emploi il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'il aille se frotter les mains, lui, à ça. Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'en charger. Sinon, ce sera nous dans la rue qui allons le faire. Et nous tenons bien à le faire, d'ailleurs. Avec une violence qui monte vis-à-vis, alors vous le soulignez à l'instant, Mathias Le Troquer, des agents de Pôle emploi, entre autres, qui sont en première ligne. Est-ce que, justement, la rue, alors on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, le mouvement s'est essoufflé depuis, mais est-ce que vous craignez que dans les mois qui viennent, la rue puisse bouger, comme l'on dit de façon un peu triviale? J'espère, et nous en prendrons toute notre part là-dedans, parce que vous voyez, par exemple, la réforme des retraites, 80% des gens y sont opposés. Et par des arguments très logiques, d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de la réforme des retraites dans ce pays. C'est pas la CGT qui le dit, c'est le COR, Conseil d'orientation des retraites, organe de l'État. Donc, à un moment donné, les gens vont prendre ce sujet en main, j'en suis persuadé. Nous serons à leur côté, parce que nous avons volonté de travailler avec et pour le peuple, et de travailler à une majorité populaire commune avec les accords que nous pouvons pour faire pour changer enfin le modèle dans ce pays. Nous avons besoin de faire cesser la fête des riches et de commencer celle du peuple. Stéphane Hamon, c'est majoritaire, c'est le projet majoritaire que nous portons et que nous portons avec le programme L'Avenir en commun depuis déjà longtemps. Avec cette possibilité de 6ème République, alors vous disiez tout à l'heure, ça n'intéresse pas forcément la cuisine. Non, ce que je dis, pas la 6ème République. Les gens sont pour. Moi, je disais les cuisines, c'est-à-dire la politique politicienne, voilà, on pourra le dire comme ça. Mais la 6ème République, c'est quelque chose d'important. Ça engage nos institutions, ça engage le pays, ça engage les citoyens français. Est-ce qu'il faut faire vite pour tourner la page de cette 5ème République qui a fonctionné mais qui fonctionne plus aujourd'hui? Madame Borne nous le montre tous les jours. Je veux dire, nous avons une situation particulière aujourd'hui au Parlement qui fait que pour la première fois depuis très longtemps, la majorité présidentielle n'est pas une majorité présidentielle, n'a pas la majorité et doit faire des accords. Vous imaginez, waouh, quel problème, quelle
quelle horreur peut-être pour un gouvernement que de faire des accords dans un régime parlementaire. Mais enfin, c'est 7,49.3 en un mois. Évidemment qu'il faut tourner la page. Les Français sont pour la constituante, les Français sont pour une refonte de ce modèle, notamment supprimer le 49.3 et toutes ces choses-là qui dégoûtent les gens de la politique en fait. Comment vous voulez dire à quelqu'un engageons-nous sur un débat politique, on va imaginer comment est-ce qu'on pourrait voir nos institutions conjointement, comment on pourrait se discuter si au final en réalité quand on regarde plus haut, quand on regarde sur nos informations, sur notre téléphone, le fait est que Madame Borne crache tous les jours sur la démocratie. 7,49.3 en un mois quand même, les gens ne peuvent pas le supporter. D'ailleurs, ils le savent, ce n'est pas soutenable. Un dernier mot, il nous reste une minute, me dit mon réalisateur, presque 1 minute 30 même. Allez, j'aurais voulu vous entendre sur cette guerre en Ukraine, cette guerre en Europe, oui. Guerre qui s'enlise, qui n'en finit pas, avec l'hiver qui arrive, un hiver qui va être très dur aussi pour les Ukrainiens, plus sans doute, il faut bien le dire, que pour les Français. Voilà, il ne s'agit pas de comparer évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes, mais cette guerre qui va être dure, est-ce que c'est acceptable, une guerre aux portes de l'Europe, ah bah non. Avec Vladimir Poutine Ah non, évidemment que non, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Nous avons défendu pendant la campagne présidentielle le non-alignement. Le non-alignement, c'est pas un alignement sur Poutine comme on l'entend souvent. Oui, on vous a taxé finalement de poutinisme, pardon. Mais personne ne peut le croire. Nous sommes ceux qui s'opposent au régime poutinien parce que nous sommes ceux qui d'ailleurs, quand nous allons en Russie, enfin c'est lunaire, mais lorsque nous allons en Russie, nous soutenons l'opposant de Monsieur Poutine qui est en prison actuellement. Oui, Monsieur Navalny. Soit. Cependant, il faut le dire, non, pas Monsieur Navalny. Monsieur Navalny n'est pas forcément notre allié, mais soit. Cependant, il faut le dire. Oui, il y a volonté à ce que ce conflit s'arrête, évidemment. Nous ne pouvons pas continuer à avoir les provocations de Monsieur Poutine sur toute l'Europe, mais pour un signe de paix. Nous devons travailler à la paix. Et moi, je suis très surpris de voir dans les médias, partout, je ne sais quoi, chez les macronistes, quoi que ce soit, de dire... ce va-t-en-guerre, ces gens qui font des lois, qui se permettent de dire des choses. Non, il faut être prudent avec ça. Ce sont des questions de géopolitique. Je ne dis pas que personne ne peut le comprendre, je dis il faut être prudent avec ça, nous devons œuvrer à la paix et faire attention. Et oui, il faut condamner tous les propos, toutes les avancées offensives de M. Poutine, parce que nous l'avons toujours fait et c'est notre volonté à France Insoumise. Et tout dernier mot, est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de continuer à dialoguer avec Poutine ? Ah, il faut dialoguer, bien sûr. Ça ne sert à rien de boycotter, ça ne sert à rien de se mettre... Bien sûr, il faut dialoguer, c'est que comme ça qu'on arrivera à la paix, c'est évident. Merci Mathias Le Troquer. Je rappelle que vous êtes militant la France Insoumise. Vous étiez en direct pour donner de la voix ce matin. Oui. Avec nous. Il y a plein de sujets, Sur l'antenne de Bota. Il aurait fallu encore 30 minutes. Oui, mais là voilà, la radio, il y a un timing. Mais vous reviendrez, c'est promis. Mais merci de votre invitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.